Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Qu'est-ce que l'amour ? Une force psychique qui, de la naissance à la mort, ne cesse de nous propulser vers une quête de notre alter ego ou alors un idéal que notre société, fondée sur le mariage monogamique, nous aurait inculqué par l'intermédiaire de la culture et de l'éducation ? Et qu'entend-on par amour ? Prend-il sa source dans le désir sexuel ? Et de ce fait serait-il consubstantiel à lui ? Ou a-t-il plutôt des racines spirituelles qui le distinguent et lui confèrent un pouvoir autonome ? Est-il universel ? Régit-il les lois de la nature ? Ou est-il propre à l'humain et à la culture dans laquelle il baigne ? Et qu'en est-il de l'attirance, prélude indispensable à ce dernier, et du désir qu'il sous-tend inéluctablement ? Platon dans le Banquet avait lui-même distingué deux formes d'amour, l'éros et l'agapé. La première, celle dont je vais m'entretenir ici, procède d'une force égocentrique tendant à satisfaire un certain nombre de pulsions primaires, sexuelles, affectives, émotionnelles, tandis que la seconde procède d'une force allocentrique, issue de l'idéal du moi et s'appuie sur la morale chrétienne qui veut que l'on aime son prochain, quelles que soient ses qualités et ses défauts. L'agapé est faite de compassion et d'amour désintéressé, et en cela, elle est proche de la foi chrétienne selon laquelle tout individu doit pouvoir aimer de manière universelle, alors que l'éros est précisément tout le contraire puisque son amour se projette sur un seul être dont les qualités et la beauté lui sont agréables. À travers un amour singulier, il satisfait donc ainsi la recherche de son bonheur et non plus le bonheur d'autrui. Mais l'amour existe-t-il vraiment ? Schopenhauer n'a-t-il pas raison lorsqu'il écrit que l'amour n'est en réalité qu'une illusion que la nature a créée, pour que l'espèce humaine se perpétue ? Si bien que l'homme n'aurait d'autre motivation que le désir sexuel, qu'il cacherait le plus souvent sous un voile de romantisme et de grands sentiments. Si ce scénario peut être vrai dans certains cas, et s'il a été par le passé souvent employé comme un moyen d'assouvir ses sens, il semble être bien dépassé de nos jours. Quant à la nature, elle ne s'occupe pas de morale et elle fait en sorte que le désir sexuel soit suffisamment puissant pour qu'il puisse aisément pourvoir au renouvellement des générations. C'est que le désir et l'amour sont intrinsèquement liés, et qu'ils ne sauraient exister l'un sans l'autre. Car l'amour, lorsqu'il est détaché du désir, n'est plus vraiment éros. Il devient sublimation de l'éros, amour mystique. Il sort alors du cadre habituellement assigné à l'éros et par conséquent du champ de cette étude. Si l'amour n'est pas un leurre, il se manifeste néanmoins sous des aspects divers et dans des proportions inégales. En somme, il peut être vécu de 1000 manières. De l'amour tendre à l'amour fou en passant par l'amour tranquille, charnel, intellectuel, passionnel, il serait trop long d'égrener la liste. Si toutes ces formes d'amour existent, il en est une qui demeure toujours mystérieuse aux yeux de la plupart des individus et reste indécodable. Elle peut être décriée comme elle peut être adulée. Réputée dangereuse pour certains, considérée comme le summum de l'amour pour d'autres, elle est la seule qui puisse combler un homme et une femme, la seule qui soit digne de ce que l'on peut attendre en matière de sentiments. Elle est aussi affaire de croyance. D'aucuns pensent qu'on en parle beaucoup sans que jamais personne ne l'ait vraiment expérimenté, qu'elle est un fantôme qui hante les esprits les plus crédules, ou une légende que l'on propage de bouche à oreille qui circule dans un nombre incalculable d'ouvrages et de films mais qui n'a jamais été vérifiée, encore moins prouvée. Et pourtant, certains affirment l'avoir vécu. La description qu'ils en font, bien que sensiblement différente pour chacun, repose tout de même sur de nombreux points communs, et tous, sans exception, en ont été bouleversés pour la vie. Je veux parler du coup de foudre, de l'amour subi, spontané, inopiné, celui qui survient en un éclair, le fulgurant amour, la passion foudroyante qui vous soulève et vous entraîne dans un immense tourbillon de sentiments incontrôlables. Un véritable Big Bang qui, soudain, met sens dessus-dessous votre univers quotidien. Il se rencontre à tous les âges, faisant fi de tout. Mi-ange, mi-démon, il ne vous lâche pas, vous êtes sous son joug, un joug qui a la vertu d'un véritable aphrodisiaque, non seulement des sens mais aussi de l'esprit et de l'âme. Alors, le coup de foudre, un mythe ou une réalité ? Un sentiment de l'extrême qui peut toucher n'importe qui, n'importe quand, ou au contraire réservé à certains ? Y a-t-il des tempéraments plus propices que d'autres à de telles explosions ? Survient-il à certains moments clés où le hasard seul fait-il les choses ? Enfin, est-il une prédestination comme certains aiment à le croire, ou un simple hasard de circonstances ? Autant de questions et de topiques, parmi tant d'autres,
que je me propose de revisiter dans cet ouvrage presque entièrement consacré à cette flèche reçue en plein cœur mais qui laisse l'être qui l'éprouve plus vivant que jamais. Première partie, origine et cause du coup de foudre en amour. Chapitre 1, le mystère des attirances et des sympathies. Sympathie, attirance, attraction, désir, amour. Autant de vocables pour désigner toute la gamme des émotions, des sentiments, voire des passions qui poussent les individus les uns vers les autres sans qu'ils soient en mesure de connaître l'origine de ces diverses pulsions qui restent bien mystérieuses, sans doute parce qu'elles sont à la racine du vouloir vivre, tel que l'a défini Schopenhauer dans Le Monde comme volonté et comme représentation. D'ailleurs, le philosophe de Francfort dans Métaphysique de l'amour et de la mort n'a-t-il pas voulu démontrer que tous ces termes n'étaient que l'expression d'un seul et même état dont l'intensité est plus ou moins forte, l'amour n'étant que l'octave supérieure du désir et de l'instinct sexuel, lequel est à la racine de tous les autres? Différentes théories philosophiques, psychologiques ont été avancées depuis les philosophes grecs jusqu'à nos jours sans qu'aucune n'ait pu définir d'où provient exactement cette pulsion qui anime tous les individus depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Notre monde étant fondé sur des rapports de dualité, le jour, la nuit, le féminin, le masculin, le haut, le bas, etc., les sentiments humains le sont également. À ceux que j'ai cités plus haut, on peut opposer l'antipathie, le dégoût, la répulsion, l'aversion ou la haine dont les origines sont tout aussi peu connues que leurs contraires mais qui sans doute puisent leur substance à la même source. Et il est probable que si l'on arrive à remonter aux origines de ces forces, on sera en mesure de les définir puisque les premières ne sont que l'envers des secondes. Je souhaiterais toutefois consacrer cet ouvrage aux phénomènes qui incitent les hommes, mais également tous les êtres vivants, à tomber sous le charme d'un individu sans qu'il puisse s'expliquer réellement la raison de cette impulsion incontrôlable qui peut donner le meilleur comme le pire. Goethe et les affinités électives. La sympathie, l'attirance, l'attraction sont des termes qui décrivent avec plus ou moins de force les affinités entre les êtres, qu'ils soient du genre masculin ou féminin. Il existe 3 formes d'attirance. L'attirance physique, celle qu'un homme peut éprouver pour une femme et inversement, elle découle alors du principe sexuel. L'attirance psychique, celle qui branche aussitôt 2 âmes sur la même longueur d'onde, ou encore l'attirance spirituelle, celle qui réunit 2 esprits présentant des caractéristiques psychologiques et des intérêts analogues. Ces catégories sont néanmoins arbitraires, puisque l'on peut éprouver les 3 réunis dans une personne. Si d'emblée, nous sommes capables de percevoir les objets ou les êtres qui nous attirent, et si par la suite, nous sommes à même de comprendre ou d'analyser les raisons, même les plus subtiles de cette attraction, en revanche nous ignorons l'origine de ce phénomène qui gouverne nos vies. Goethe fut sans doute un des premiers à exposer une théorie sur la loi des affinités, qu'il exposa dans les affinités électives. Le titre allemand, Die Wahlverwandtschaften emprunté au dictionnaire de physique de Geller, exprime l'idée de l'auteur selon laquelle il existe un rapport étroit entre les processus physiques et les affinités psychologiques. S'appuyant sur la loi de l'attraction réciproque, Attractio Electiva Duplex, formulée par le savant suédois Torbjörn Bergman, le roman étudie ce même phénomène transposé dans le monde des sentiments humains. Cette théorie démontre que 2 éléments associés sous l'action simultanée de 2 autres éléments doués de certaines propriétés déterminées, se désagrègent pour s'unir à ces derniers et former 2 nouveaux couples. Il va sans dire que si Goethe est parti de cette formule pour analyser les affinités électives chez les hommes, c'est qu'il les considérait comme des principes inaltérables, comme un déterminisme siégeant au cœur même de la sensibilité. Si dans la nature, la vie présente un ensemble de lois qui s'harmonisent entre elles, il existe également au sein de l'âme humaine, au-delà des sentiments, une loi morale, tout aussi impérieuse, qui gouverne le genre humain. Ce qui nous intéresse dans ce roman, c'est donc l'idée première de Goethe qui résume l'attirance de 2 êtres à une simple loi physique. Cette vision très scientifique de l'attraction et des sympathies ressemble en quelque sorte à la théorie plus récente de la biochimie du coup de foudre où l'amour entre 2 êtres se réduit à une correspondance entre les phéromones des 2 partenaires, chose que Goethe avait semble-t-il pressenti lorsqu'il écrivit son ouvrage et qu'il décrivit l'union irrépressible d'un couple soumis à la loi de l'attraction réciproque formulée par Bergman. Cette loi ne nous apporte néanmoins qu'une explication partielle, car si l'on peut considérer 2 éléments chimiques uniquement d'un point de vue purement physique, cela ne vaut pas pour l'homme constitué d'éléments physiques et psychiques interdépendants.
L'attirance ne peut donc être réduite à une formule prenant en compte uniquement l'aspect chimique de son origine. Un processus d'identification selon Freud. Sans remonter aux philosophes grecs, il faut attendre la fin du XIXe siècle avec les découvertes de Sigmund Freud pour obtenir une première explication concernant le phénomène de l'attirance. Les théories psychanalytiques développées par l'auteur ont su donner une définition plausible du processus. Et c'est à partir de la découverte de l'inconscient, pierre angulaire de la psychanalyse, que Freud a pu déduire l'origine des sympathies. Issues d'archétypes provenant de la psyché, elles s'élaborent selon lui en accord avec les images parentales introjectées dans le psychisme de l'enfant au cours de sa croissance. C'est ainsi que tous les schémas répondant à la fonction de sympathie et d'attirance proviennent de mécanismes issus de l'inconscient, celui-ci se présentant comme le réservoir de la vie affective de l'enfant. On comprend dès lors pourquoi par la suite, l'individu opte dans ses relations amoureuses pour un partenaire qui répond à l'image de ses parents, la mère pour le garçon et le père pour la fille. C'est tout simplement parce que ceux-ci représentent les deux figures archétypiques idéales qui marquent l'enfant de la manière la plus durable, tout du moins lorsqu'il les a introjectés favorablement. Dans le cas contraire, il s'opère bien sûr un rejet qui incitera alors l'individu à se tourner vers un partenaire dont l'image archétypique s'oppose de manière plus ou moins irréductible à celle que l'inconscient a construite. Point de départ du processus d'identification. Cette théorie permet d'offrir une explication cohérente des sympathies ou des antipathies qui gouvernent la sensibilité de chaque être. Ainsi, ce qui semblait être entouré du plus grand mystère devient soudain avec la théorie de l'inconscient et de l'identification plausible. Un des lieux communs de la psychanalyse ne consiste-t-il pas à dire à un jeune homme qu'il recherche inconsciemment sa mère dans le choix de sa partenaire ? Et ce qui s'applique à l'homme est également vrai pour la femme. En revanche, celui qui choisit une partenaire trop différente de sa mère montre qu'il n'a pas résolu son Oedipe, preuve qu'il a introjecté une imago maternelle négative, source de problèmes ultérieurs dans l'édification du couple. C'est en cela que les théories psychanalytiques nous démontrent que les choix opérés par la sensibilité humaine sont en fait régis par les impératifs de l'inconscient. La loi des attirances est tout simplement le produit des images parentales ou de ses substituts. C'est tout du moins la théorie de l'orthodoxie freudienne. Mais on ne saurait réduire le substrat affectif d'un individu à sa mère ou son père. L'enfant connaît d'autres expériences en matière d'affect qui peuvent également jouer un rôle non négligeable. Au cours de son enfance, il est amené à avoir des liens profonds avec d'autres membres de sa famille, grands-parents, cousins, oncles, tantes, mais également avec des personnes qui se trouvent en dehors du milieu familial, surtout lorsqu'il ne trouve pas chez ses géniteurs la tendresse, la reconnaissance et le réconfort qu'il attend. Il est fréquent qu'un autre membre de la famille ou une personne de l'entourage gagne les faveurs de l'enfant qui a été délaissé par ses parents et participe du même coup à l'image introjectée dans les premières années de la vie. Celle-ci se construit souvent sur des moments de complicité, de participation affective intense dont l'enfant retiendra des images, celles qui auront le plus fort retentissement, des expressions, un sourire, un regard, des caractéristiques physiques, des instants de complicité, toutes sortes de représentations qu'il oubliera par la suite, qu'il refoulera peut-être même, mais qui, parce qu'elles auront su le toucher, resteront gravées dans son inconscient pour ressurgir dans certaines circonstances. On peut estimer qu'un certain nombre d'expériences affectives de cette sorte forment alors un ensemble d'images archétypiques, et constitue une véritable mosaïque de matériaux psychophysiologiques avec lesquels l'enfant pourra construire une image idéale et référentielle qui constituera ses attirances en matière de désir aussi bien sensuel qu'affectif. Son inconscient va élaborer une sorte de portrait robot, à partir d'une synthèse réunissant tous les affects marquants dont il n'a pas une connaissance raisonnée, mais qui lui serviront plus tard de modèle de reconnaissance lorsqu'il partira à la recherche de son idéal féminin ou masculin. Les attirances ne sont donc pas, comme on pourrait le supposer, dépourvues de cause mais possèdent au contraire des racines très profondes, souterraines qui viennent nourrir le psychisme, de même que les aliments nourrissent le corps, et au même titre qu'eux sont une nécessité pour la vie psychique. Toutes ces images prennent leur source dans l'enfance à une période où le sujet emmagasine toutes sortes d'impressions qui restent immergées dans l'inconscient et ressurgiront plus tard, au hasard d'une rencontre qui lui rappellera certaines expériences affectives intenses vécues au cours de l'enfance,
et réactivera toute une gamme de sentiments et de sensations qui éveilleront en lui le désir et l'amour. Cette idée a d'ailleurs traversé toute l'histoire du phénomène des attirances amoureuses, et Jean-Claude Bologne n'a pas manqué de citer en référence ceux qui en ont fait état. Freud en fut l'éminent analyste d'un point de vue psychanalytique, mais d'autres avant lui avaient déjà décrit ce phénomène même s'il faisait simplement intervenir chez l'individu les souvenirs les plus marquants dans la genèse du portrait idéal qu'il imaginait et auquel il était attentif au cours de ses rencontres. Mais cette construction demeurait, avant la découverte par la psychanalyse de l'inconscient, très succincte et surtout elle ne portait que sur des souvenirs conscients. C'est que le processus par lequel l'image s'édifie reste très incomplet. Chacun de nous a un portrait idéal qu'il s'est constitué selon des critères propres. Personnage marquant de son enfance, précipité de tous les partenaires réels ou potentiels rencontrés, ou projection d'une émotion artistique. Si cette énumération de critères est tout à fait pertinente, elle n'en demeure pas moins parcellaire, d'une part parce qu'il faut y ajouter toutes les expériences oubliées, voire refoulées dans l'inconscient personnel du sujet. Il faut sans doute également compter avec ce que Freud a nommé l'inconscient primitif, qui contient les schémas phylogénétiques déjà inscrits à la naissance et considérés comme des précipités de l'histoire de la civilisation humaine. L'amour peut se concevoir également comme la recherche narcissique d'un autre moi-même, ou plus fréquemment encore, de la personne qui va contribuer à la réunification d'un moi par l'alliance des contraires. Du fait également qu'il éprouve bien souvent un sentiment d'incomplétude, l'individu va se mettre en quête d'une personne dont les caractéristiques s'opposent aux siennes mais contribuent dans le même temps à réparer un manque viscéral. Il sera donc d'autant plus sujet au coup de foudre que la personne remplira le mieux possible l'une ou l'autre de ses fonctions. Or, contrairement à ce que l'on entend généralement, seule l'intuition a la faculté de pressentir sur le champ le bénéfice d'une union. Je veux parler de celle fondée sur l'attirance et l'amour et non bien entendu celle qui fait prévaloir la raison ou la convenance. Il faut donc reconnaître qu'un grand nombre de critères, conscients et inconscients, rentrent en ligne de compte dans l'attirance soudaine. Elle ne peut se résumer à quelques simples formules, et l'on doit par conséquent tenir compte de sa grande complexité. C'est pourquoi lors d'une rencontre amoureuse, la raison n'intervient pas, et elle ne peut guère être utile même a posteriori car il lui manque la connaissance de nombreux critères pour pouvoir émettre un jugement valable. L'amour instantané ne présage pas pour autant d'une union dénuée de conflits. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à certains qu'il est dangereux, car ils estiment que le jugement de l'individu, dans de telles conditions, peut être oblitéré par des impressions qui ne s'appuient ni sur la raison, ni sur l'objectivité. Il n'est pas non plus un passeport pour la vie, comme on pourrait le croire. Il est au contraire, éphémère par définition mais son souvenir ineffable peut contribuer à entretenir les sentiments lorsque les feux de la passion se sont assagis. L'amour progressif, en revanche, peut paraître beaucoup plus solide et stable puisqu'il s'est construit dans la durée sur la reconnaissance d'un certain nombre d'affinités entre les deux partenaires. Il me semble toutefois que ces deux manières d'aimer ont chacune leurs propres avantages, et qu'elles sont surtout liées à des différences de tempérament entre les individus. C'est tout le problème qui existe entre une personnalité intuitive qui perçoit les choses instantanément à des signes imperceptibles, sans avoir besoin du recul et du raisonnement pour se faire une idée, et une personnalité plus tournée vers la réalité des choses concrètes et palpables qui a besoin de temps et d'expérience pour asseoir un jugement. Je reviendrai sur ce sujet lorsque j'examinerai les différentes typologies du coup de foudre. Pour Jung qui s'est démarqué de Freud par une approche beaucoup plus vaste de l'inconscient en émettant l'hypothèse d'un inconscient collectif, avec tout ce qu'une telle perspective présuppose. Présence d'images archétypiques façonnées chez l'individu par sa généalogie, ses mythologies. Par essence subjective, la psyché sélectionne toutes les images avec lesquelles elle se trouve en affinité au détriment de celles qui ne lui ressemblent pas ou avec lesquelles elle ne se sent pas en résonance. L'homme procède dans ses choix par tout un système de sympathie, d'analogie, de résurgence que son inconscient connaît mais qui sont ignorées de son entendement. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Cet aphorisme de Pascal peut être facilement transposé au thème de l'amour. Notre vocabulaire s'est enrichi depuis Freud et il suffit de remplacer le mot cœur par inconscient pour en saisir toute la profondeur et la vérité psychologique.
Le grand apport de Jung a été de montrer qu'à côté de l'inconscient personnel, existe un inconscient collectif dont l'individu se nourrit en fonction de ses inclinations. Il se crée par conséquent une interférence entre ces deux entités, qui s'enrichissent mutuellement. Les attirances n'ont donc pas comme unique source de manifestation l'inconscient personnel et sa somme d'expériences vécues, mais également certaines images de l'inconscient collectif qui viennent télescoper celles-ci, les complexifier si bien que le propos de notre sujet demande à être étudié dans toutes ses composantes. À l'inconscient personnel, il convient donc d'inclure la part d'inconscient collectif qui anime le sujet. Une image archétypique forgée par l'inconscient. Pour revenir à l'idée selon laquelle il existerait en chaque individu un condensé d'images enfouies dans l'inconscient, qui serait le baromètre du jugement en matière d'attraction amoureuse, il me faut citer l'exemple de Chateaubriand. N'ayant pas encore rencontré l'amour au moment où il décrit ses impressions, il s'était construit un portrait plus ou moins fluctuant au gré de sa fantaisie d'un imaginaire féminin correspondant à ses goûts et à ses inclinations qu'il évoque dans ses mémoires d'outre-tombe alors qu'il est encore jeune homme. Faute d'objets réels, je me créai par la puissance de mes vagues désirs un fantôme qui ne me quitta plus. Je ne sais si l'histoire du cœur humain offre un autre exemple de cette nature. Je me composais donc une femme des traits divers de toutes les femmes que j'avais vues. Elle avait le génie et l'innocence de ma sœur, la tendresse de ma mère, la taille, les cheveux et le sourire de la charmante étrangère qui m'avait pressé contre son sein. Je lui donnais les yeux de telle jeune fille du village, la fraîcheur de telle autre, les portraits des grandes dames du temps de François Ier, d'Henri IV et de Louis XIV qui ornaient le salon m'avaient fourni d'autres traits, et j'avais dérobé des grâces jusqu'au tableau des vierges suspendues dans les églises. Cette fille enchantée me suivait partout invisible. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.